Chers amis, bonjour. Le pouvoir politique s'inquiète au regard des prochaines élections présidentielles. En effet, rappelez-vous, il y a quelques jours, M. Macron, M. Attal, M. Véran et M. Estrosi ne manquaient pas de tenir des propos criminels envers des millions de Français, alors que ces derniers n'ont commis aucune infraction. En effet, aucune loi n'oblige la vaccination. Il ne fait aucun doute que dans un cadre juridique, de tels propos rentrent dans le champ d'application de la Cour pénale internationale, mais aussi d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Paris. Deux rubriques vont être mises en ligne avec deux formulaires distincts. Tout d'abord, pour que tout le monde comprenne bien, pour le dépôt de plainte auprès du procureur de Paris. Un modèle de plainte est disponible et chaque personne qui le souhaite pourra utiliser ce modèle individuellement auprès du procureur de son lieu de résidence ou bien auprès du procureur de la République de Paris. Une participation symbolique de 2,50 € sera demandée pour les frais juridiques. En ce qui concerne la saisine du procureur de la Cour pénale internationale, M. Didier Julien Garofalo déposera un dossier à La Haye, avec un numéro d'enregistrement auprès du bureau du procureur. 5 € par personne ou par couple avec conseil à l'appui seront demandés. Toute personne pourra joindre M. Didier Garofalo à l'adresse jd-garofalo@jurisconcept.fr. Une plainte auprès de la Cour pénale internationale, une plainte auprès du procureur de la République. Pour que les deux soient recevables, il faut que les critères rentrent dans le champ d'application des définitions. Crime contre l'humanité, auprès de la Cour pénale internationale, incitation à la haine, discrimination, la saisine de la Cour pénale internationale. Les États peuvent déposer une plainte, du moins par devant la Cour pénale internationale. Cependant, il y a une faille dans la saisine, puisque toute personne ou collectif ou association peuvent saisir devant des faits graves et concordants le procureur de la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête de son propre chef. Les États peuvent déposer une plainte du moins par devant la Cour pénale internationale. Le procureur a donc l'initiative de l'ouverture d'une enquête, un examen avec un numéro de dossier, déplacement à La Haye. Crime contre l'humanité, les critères de recevabilité. Pour qu'il y ait crime contre l'humanité, deux éléments doivent être réunis. En premier lieu, il faut un acte individuel. Cet acte individuel peut être un meurtre par exemple, mais pas seulement. Il peut aussi consister en des atteintes graves à l'intégrité physique ou la santé physique ou mentale. Deux éléments doivent être réunis. Toutefois, en second lieu, il faut un autre élément pour qu'il y ait crime contre l'humanité. Un élément politique. Il faut que l'acte en cause soit commis en application d'une politique criminelle d'un État. En théorie, la responsabilité d'un chef d'État ou d'un ministre ou d'un chef de cabinet peut être engagée devant la CPI et le procureur de la République compétent. Exemple, Francis Lalanne, par l'intermédiaire de son avocate, maître Sophia Albert-Salmeron, avait déposé une plainte contre Macron et Castaner. Action individuelle, comme Francis Lalanne, avec le dépôt d'une pétition pour appuyer la dite saisine auprès du procureur par un formulaire, mais aussi par des témoignages qui prouvent que nous sommes bien dans un crime contre l'humanité. Exemple, des atteintes graves à l'intégrité ou à la santé physique ou mentale. Exemple, intégrité physique, plus de salaire et plus de droits, donc impossibilité de vivre, c'est bien un assassinat social. La santé physique ou mentale pour celles et ceux qui sont vaccinés ou des séquelles, que des membres de leur famille ou amis sont décédés des causes de la vaccination. Bien entendu, les textes internationaux et français qui protègent la liberté et les protections individuelles seront évoquées. Action collective. Avantage,
Les avantages sont liés au fait que le recours collectif fusionne un grand nombre de plaintes individuelles dans un procès unique. En premier lieu, cette fusion augmente l'efficacité de la justice, lorsque les faits et les normes sont identiques. La fusion des plaintes dans un recours collectif peut éviter de répéter des jours avec les mêmes témoins, les mêmes pièces et les mêmes questions de procès en procès. Deuxièmement, un recours collectif résout le problème qui survient lorsque des petites compensations ne sont pas assez incitatives pour qu'un individu se lance dans un recours en solitaire pour recouvrer des droits. Un recours collectif résout ce problème en fusionnant les compensations relativement modestes dans un tout qui mérite que quelqu'un, généralement un avocat, s'attelle à la tâche. Autrement dit, un recours collectif assure que le défendeur qui a commis des actes préjudiciables à grande échelle, mais de faible importance pour chaque plaignant individuel, dédommage les individus pour les préjudices subis. Par exemple, les pertes subies par des milliers d'actionnaires d'une société cotée en bourse peuvent être trop faibles pour justifier des requêtes individuelles séparées, tandis qu'un recours collectif peut être effectué de manière efficace au nom de tous les actionnaires. Troisièmement, dans les affaires où le défendeur est peu solvable, un recours collectif assure que tous les plaignants reçoivent une compensation, en évitant que les premiers à déposer la requête soient servis en premier sans rien laisser pour les suivants. Un recours collectif centralise toutes les plaintes et partage équitablement toutes les compensations entre les demandeurs en cas de victoire. Enfin, un recours collectif évite le cas où plusieurs décisions de justice contradictoire mettent le défendeur dans la situation de devoir suivre un code de conduite incohérent. Un tribunal peut, par exemple, dans ce but, accorder une certification. À quoi? À un recours collectif lorsque les détenteurs d'obligations individuelles font un procès pour obtenir la conversion de leurs obligations en actions. Le choix entre recours collectif et recours individuel doit être évalué au cas par cas. La note du comité consultatif pour l'article 23 du Code fédéral de procédure civile des États-Unis indique par exemple que les préjudices majeurs ne sont généralement pas appropriés pour un traitement collectif. Dans le cas présent, les faits sont de plus en plus limpides et les chances d'obtenir gain de cause sont de plus en plus évidentes. La pyramide malfaisante est en train de se lézarder. C'est le moment ou jamais d'agir en masse.